Écrit par TSR Clove, de la République à l'ordre. Chapitre 5, le théâtre des vérités. Le silence était encore pesant dans la salle d'entraînement quand la voix ferme de Didrion s'éleva. « Tarwin, venez avec moi !» Sa voix claquait, froide et inflexible. Il ajouta, sans même se retourner vers les autres. « Si un seul d'entre vous ose se battre ou manquer de respect, vous aurez affaire à moi. » Le regard qu'il lança fut suffisant pour glacer l'atmosphère. Les soldats restèrent figés, sans même oser échanger un souffle. Tarwin emboîta le pas de son supérieur. Ils quittèrent la pièce, la porte se referma derrière eux dans un chuintement métallique. Un nouveau silence, cette fois saturé de tension et d'incompréhension, s'installa parmi les jeunes recrues. Le commandant mena Tarwin dans un bureau modeste, mais dont la sobriété trahissait la précision militaire. Murs couverts d'écrans translucides, fauteuils flottants, bureaux aux contours nets et propres, 3 panneaux de données holographiques suspendus dans l'air. Didrion se plaça derrière le bureau sans s'asseoir. Ses yeux restaient rivés sur Tarwin. « Je peux savoir ce qu'il vous a pris? Attaquer un commandant d'unité galactique? Vous avez perdu l'esprit ?» Sa voix était plus grave, plus lourde de sens. Tarwin baissa légèrement les yeux, mais sa voix, elle, se voulait assurer. « Je voulais comprendre comment vous nous avez repoussés. » Didrion haussa un sourcil sec. « Comment? Comment vous pouvez nous repousser sans geste, sans éléments, sans fluctuation d'énergie ?» reprit Tarwin, plus direct. Il serra les poings. « Je n'aime pas ne pas comprendre. Et vous, vous êtes une énigme. » Didrion fit le tour de son bureau lentement, analysant chaque geste du jeune Clove. « Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous attaquez comme un enfant gâté. » La pique était cinglante. Tarwin ressentit cette phrase comme une gifle. Il voulut répondre, mais Didrion le coupa net. « Vous vous croyez supérieur parce que vous êtes un Clove? Ici, vous n'êtes rien. Personne. Et je pourrais vous renvoyer sur le champ pour insubordination. » Il retourna à son bureau, tapota quelques interfaces et fit apparaître un dossier. « Regardez, » dit-il en projetant l'image. Sur l'écran flottait le nom. Tarwin Clove. En dessous, dossier vide. Rien. Aucune donnée. Aucun antécédent. Aucune évaluation. Aucun historique. Le Conseil suprême des Cloves continue donc à jouer ses petits jeux paranoïaques. Le jeune homme resta interdit. Didrion pencha la tête, intrigué. « Vous semblez surpris. Vous ignorez donc à quel point votre peuple aime dissimuler ses secrets, même à ses propres enfants. » Tarwin hésita puis murmura. « Que savez-vous de ma famille, pour oser parler ainsi ?» Un rictus amusé se dessina sur les lèvres du commandant. « Vous avez du cran, comme votre mère. » Il marqua une pause. « Autrefois, je trouvais ça délectable. Aujourd'hui, je ressemble davantage à votre grand-père. » Tarwin tressaillit. « Vous connaissez ma famille ?» demanda-t-il d'une voix vacillante. Le sourire de Didrion s'effaça. Son regard devint plus profond. « Pourquoi ce visage si triste, Tarwin ?» Le jeune homme prit une inspiration tremblante. « Je voulais savoir si vous aviez connu mon père. » Didrion comprit instantanément ce qui frappait le garçon. Le vide, les non-dits, l'absence. « À vrai dire, je ne l'ai pas connu, » avoua-t-il calmement. « Mais votre mère, elle l'aimait profondément. Et Corluc l'estimait. C'est ce qu'il m'a dit à l'époque. » Il marqua une pause, observant la douleur silencieuse dans les yeux de Tarwin. « Elle ne t'en a jamais parlé ?» Tarwin baissa la tête. Il revoyait cette scène d'enfance, ce cadre numérique qu'il avait un jour subtilisé dans les affaires de sa mère. Une photo, elle et un homme qu'il n'avait jamais vu. Son père. Il s'en souvenait encore. Sa mère l'avait surpris, lui avait arraché l'image, l'avait effacée sans un mot. Et puis, elle avait pleuré, pendant des jours. Lui n'avait jamais osé reposer la question. Mais depuis ce jour-là, il cherchait des réponses, une trace, une vérité. Didrion reprit plus sobrement. « Je ne vous ménagerai pas, Tarwin. Votre tristesse ne vous épargne pas de vos erreurs. Vous aurez une sanction. » Le jeune Clove releva la tête. Son regard avait changé. « Je suis prêt à l'accepter. Mais je ne vous ai pas attaqué par haine. » Il marqua une pause. « Je voulais savoir, comprendre, comment avez-vous fait pour nous repousser sans bouger, sans manipulation d'éléments, ni de magie?
Un long silence s'installa. Puis Didrion sourit. Un sourire franc, presque complice. « Je ne vous le dirai pas. » Tarwin se figea. « Si vous voulez le savoir, vous devrez le découvrir par vous-même. » Il ajouta, en contournant à nouveau le bureau. « C'est ça, devenir soldat de l'élite galactique. Chercher des réponses qu'aucune fiche, aucun professeur, aucun maître ne vous donnera. » Didrion se posta devant lui, imposant. « Et peut-être qu'en les cherchant, vous trouverez aussi... » « Qui vous êtes ?» Tarwin le regarda droit dans les yeux. Il comprit que cette entrevue n'était ni un avertissement, ni un simple rappel à l'ordre. C'était un appel, à chercher, à comprendre, et peut-être un jour à se battre pour autre chose que la colère. Dans la pièce où régnait un calme fragile, les 4 jeunes soldats laissés derrière commencèrent à nouveau à échanger, ou plutôt à s'affronter verbalement. Cela ne m'étonne pas venant d'un clove. « Vous êtes tous des sadiques sans aucune morale », lança Cheynel avec un mépris non dissimulé. « Venant d'une Vistis, je ne sais même pas comment je dois le prendre », répliqua Dorga, le clove. « C'est bien ton peuple qui a refusé d'abroger les lois sur le suprématisme racial dans vos galaxies. Vous avez voté cette loi juste pour nous humilier, faire passer les Vistis pour des rétrogrades devant le Sénat universel, alors que vous gouvernez vos galaxies d'une main de fer, » s'énerva-t-elle. Sora intervint à son tour, appuyant les propos de Cheynel. « Elle a raison, Dorga. Depuis la guerre, les cloves ne font que redorer leur image au détriment des autres. Vos soi-disant lois d'expiation sont des masques. » Le sourire en coin de Dorga se mua en rictus méprisant. « Parlons donc des Tyriens. À part trahir et manipuler, vous êtes les maîtres de la duplicité, encore pire que les Vistis. » Un murmure froid, presque moqueur, s'éleva de Sudok, toujours yeux clos. Les frères démons. C'étaient bien des cloves, non? Et sans eux, le dictateur Hannibal Barca n'aurait jamais eu autant d'influence pendant la guerre, enchaîna Cheynel avec un ton accusateur. Les mots firent jaillir la colère de Dorga. C'est un clove, Corluc, qui a mis fin aux agissements des frères démons et qui a retourné l'issue de cette guerre. Et toi, Sudok? Il pointa un doigt vers le Savaran. Votre peuple, prétendu sage et puissant, n'est entré dans le conflit que lorsque vos intérêts avec le diktat de la lumière ont été menacés. Sudok souriait encore, imperturbable. Corluc a certes combattu avec honneur, mais sans la coalition, nous n'aurions jamais fait tomber Hannibal Barca. Il y avait des cloves dans la coalition, que ça te plaise ou non, gronda Dorga. Sora haussa les épaules, regardant Dorga du coin de l'œil. Tu as beau défendre ton peuple, Dorga, tu ne peux pas ignorer ce qu'il y avait dans le regard de Tarwin. Il était possédé, il est dangereux. À ces mots, Dorga redevint sérieux. Sa voix perdit de son agressivité. Tarwin n'est pas comme nous. Ce n'est pas un soldat. Il n'a reçu aucun entraînement militaire. Il n'a jamais appris à canaliser ses émotions. Mais malgré cela, il a été classé parmi les meilleurs. Un silence. Alors pourquoi l'avoir envoyé ici s'il n'a pas l'âge requis ? Questionna Sora, méfiant. Je n'ai pas le droit de révéler cette information. Il parlait désormais comme s'il lisait un code ancien. Les lois étaient claires. Toute divulgation d'informations confidentielles concernant une lignée de sang pur clove était punie de mort immédiate. Et Tarwin, bien qu'inexpérimenté, portait un nom sacré. Chacun se mura dans le silence. Les regards se croisèrent encore, hostiles mais lucides. Ce monde ne leur appartenait pas. Ils n'étaient que des pièces dans un échiquier bien plus vaste. La porte s'ouvrit soudainement. Didrion entra, suivi de Tarwin. Les visages se crispèrent. Tarwin arborait un sourire de convenance. Mais dans les yeux de Cheynel, il ne trouva que mépris et rejet. « Bien, vous êtes toujours en vie. Je suppose que vous avez fait connaissance, » lança le commandant, d'un ton volontairement ironique. Personne ne répondit. « Suivez-moi. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Il ouvrit une porte mécanique et les guida à travers un couloir circulaire bordé de multiples étages, chacun ponctué de portes identiques. Ils s'arrêtèrent devant l'une d'elles. Didrion appuya sur un mécanisme. La porte s'ouvrit. Une salle blanche, aveuglante, vide. Dès qu'ils y entrèrent, la porte se referma et l'environnement se transforma. D'abord le sol, devenu herbeux, d'un vert presque fluorescent, puis des arbres titanesques, des montagnes enneigées à l'horizon, un ciel bleu limpide
et une brise douce qui caressa leur visage. Le monde synthétique avait disparu. Un nouveau monde s'était imposé à leur sens, parfaitement réaliste. Le sol semblait vivant, l'air frais, les odeurs, celles d'une nature ancienne et vierge. Sora se figea. « Ce n'est pas une simple simulation », murmura-t-il. Cheynel hocha la tête, étonné malgré elle. C'est un environnement semi-réel, de type biologique. Tarwin, lui, respirait à plein poumon. « Je connais cet air », chuchota-t-il. « C'est comme chez moi. » Didrion les observa quelques secondes. « Bienvenue sur le théâtre A1. Ici, vous allez apprendre ce que les simulateurs ne vous enseignent pas. » Il marqua une pause, le regard tourné vers les cimes. « Ici, vous apprendrez à survivre, à penser, et peut-être à vous faire confiance. » Chapitre 6. Le tueur des dieux. L'environnement leur semble presque irréel. Au loin, ils aperçoivent des fulis, des oiseaux migrateurs reconnaissables à leur longue queue brillante, qui laissent derrière elles des traînées aqueuses semblables à des filaments de diamants. Ces créatures sont uniques à un seul monde, dont tous ont entendu parler. Vilsar. Vilsar, un monde considéré comme un véritable Éden pour la faune galactique, mais également classé sanctuaire. Aucun être vivant n'a le droit d'en troubler l'équilibre. Alors qu'ils scrutent les alentours, Dorga se rend compte que l'ouverture par laquelle ils sont entrés a disparu. Il tente de s'en approcher pour la toucher, mais ses doigts ne rencontrent que le vide. La porte n'existe plus. Elle a cessé d'appartenir à leur espace. « Comment est-ce possible ?» demande-t-il interloqué. Le commandant, d'un ton tranquille, se lance dans une explication simplifiée. Vous vous trouvez dans un monde à boucle temporelle contrôlée, un terme absconce pour les non-initiés. Il s'agit en réalité d'une réplique d'un monde, figé dans une répétition perpétuelle. La technologie utilisée permet de reproduire l'environnement d'une planète dans ses moindres détails, sans jamais mettre en péril sa biodiversité. Ce n'est pas un simple hologramme, mais bien un monde tangible, réel. Autrefois, cette méthode servait au repérage militaire en vue d'invasion. Elle est désormais interdite. Certaines planètes, notamment celles dirigées par les grandes races galactiques, ont toujours refusé d'être scannées de cette façon. Ils comprennent rapidement l'utilité d'un tel dispositif dans le cadre de leur initiation. Les soldats de l'élite galactique, lorsqu'ils s'entraînent, ont tendance à détruire les zones d'exercice. Cette boucle contrôlée leur offre donc un terrain idéal. Ils n'ont que peu de temps pour apprendre à travailler ensemble et former une unité soudée. Bien, nous allons commencer par des exercices de récupération, lance le commandant en manipulant l'écran de son bracelet d'armure. Soudain, des robots de défense apparaissent dans le champ, matérialisés par des faisceaux lumineux. Ils prennent des formes variées, reflétant les morphologies de plusieurs races, humanoïdes, insectoïdes, tercitoïdes et même fluxotoïdes. Tous sont équipés de barres de métal dotées de capteurs à chaque extrémité. Très bien, je vais me placer à l'extrémité du champ, et chacun d'entre vous devra me rejoindre sans se faire toucher par les machines. Vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous jugez utiles. Des questions? Tarwin souhaite intervenir, ce qui fait réagir Cheynel, dont la pupille s'élargit d'agacement. Je voudrais savoir comment Sudok va faire pour se déplacer les yeux fermés. T'es stupide ou quoi? Rétorque aussitôt la jeune femme. Vous ne connaissez pas la spécificité des Savaranes? Demande alors le commandant. Non, je sais que les Tyriens sont des menteurs et que les Vistis sont des traîtres, mais je ne connais rien des Savaranes, répond Tarwin d'un ton légèrement narquois, ce qui arrache un sourire à Dorga. Cheynel réagit aussitôt. Elle s'avance vivement vers lui, prête à l'empoigner, mais se ravise pour ne pas provoquer un incident. Elle se tient face à lui, si près que Tarwin est contraint de reculer. Elle le domine de plus de 20 centimètres. « Nous ne sommes pas des traîtres. T'as compris, demi-portion ?» crache-t-elle, la voix pleine de colère. Il lui sourit, provocateur. « Ma mère m'a toujours dit de me méfier des traîtres de Vistis. » De la part d'une clove, c'était sûrement un sarcasme. « Elle ne devait pas être très compétente, ta mère, pour dire ça, » réplique Cheynel, les yeux brûlants d'ironie. « Salvi n'est pas une incompétente, » relance Dorga aussitôt. La remarque frappe Cheynel de plein fouet. Elle ne peut l'ignorer. Elle, qui n'avait jamais éprouvé la moindre compassion pour aucun membre de cette race qu'elle considérait comme néfaste,
avait pourtant toujours nourri une forme d'admiration pour cette femme. Sylvie Clove, reconnue comme la plus redoutable imaginiste de toute la République universelle, incarnait une figure d'exception. Il lui était impossible de détourner les yeux du jeune homme, qui semblait si différent du mépris qu'elle vouait à son peuple. Et cela, elle avait du mal à l'accepter. Comment un être aussi détestable à ses yeux pouvait-il être le fils d'une femme aussi admirable? Comment cela est-il possible? Songea la jeune Vistis. Alors, tu es le fils de Sylvie? Demande-t-elle, d'un ton presque incrédule. Le jeune homme acquiesce d'un simple hochement de tête. Le Tyrien, jusque-là silencieux, ne peut retenir un murmure, médusé. C'est donc le petit-fils de Corluc? Bon, et c'est quoi le problème avec tes yeux? Enchaîne Tarwin d'un ton curieux, presque candide. Cette fois, le Savaran esquisse un sourire. Son hostilité jusque-là tenace envers le jeune Clove semble s'être atténuée. Notre puissance se concentre dans nos yeux. Si nous les ouvrons, il devient très facile de tout détruire autour de nous. Voilà pourquoi nous préférons les garder clos. Il marque une pause, puis ajoute avec un brin d'ironie, et, au cas où ce serait ta prochaine question, oui, nous percevons notre environnement même les yeux fermés. Non, répond Tarwin sans détour. Je voudrais voir tes yeux. Tu n'as donc rien compris à ce qu'il vient de t'expliquer? S'emporte aussitôt Cheynel. Mais Tarwin ne l'écoute déjà plus. Si un Savaran de son acabit ne peut même pas contrôler son énergie, je ne vois pas ce qu'il fait ici, lâche-t-il, provocateur. Un léger sourire se dessine sur les visages des membres de l'équipe, sauf celui de la Vistis, qui se sent déstabilisé par la tournure des choses. Sudok s'exécute sans un mot. Quand il ouvre les yeux, tous peuvent voir d'étranges taches colorées y évoluer en silence. Elles se déplacent comme des créatures liquides, s'agrippant un instant à l'iris avant de se dissiper, remplacées aussitôt par d'autres. Tarwin reste figé, fasciné par ce spectacle singulier. Les autres membres, eux, restent impassibles. Ils connaissent les véritables capacités des Savaran et savent dans quelles comptent parmi les plus destructrices de la galaxie. Le commandant met brusquement fin à cette parenthèse de curiosité. Assez bavardé, l'entraînement commence. Il pianote sur le bracelet de son armure. Aussitôt, les robots se déploient en formation de combat. Tous sont équipés de matraques métalliques, chacune munie de sondes paralysantes à leur extrémité. Didrion traça une ligne de départ au sol, puis alla se positionner derrière la formation de machines. Il demanda à chacun, à tour de rôle, de le rejoindre sans être touché par les attaques des soldats robots, une tâche qui leur parut, à première vue, bien trop facile. Cheynel, la Vistis, s'élança la première. À peine eut-elle franchi la ligne que les androïdes commencèrent à se placer en formation triangulaire, bloquant toute possibilité de manœuvre. Le premier l'attaqua à l'aide de ses matraques, mais d'un simple geste de la main, elle projeta une onde de fluctuation qui le repoussa brutalement. La deuxième ligne l'encercla aussitôt, mais elle les repoussa de la même manière. La troisième vague surgit en demi-cercle, rapide et synchronisée. Cheynel fit alors apparaître une chaîne émergeant du sol, qui entrava les mouvements de l'un des robots, puis elle se glissa agilement vers l'ouverture ainsi créée. Deux machines la poursuivirent de sans relâche, mais elle arracha un morceau de sol sur lequel elle prit appui pour s'élever dans les airs. Elle tenta de prendre de la hauteur, mais les androïdes restaient bien trop rapides. D'un mouvement fluide des bras, elle fit s'entrechoquer deux d'entre eux, mais un troisième surgit derrière elle pour l'attaquer. Elle parvint de justesse à esquiver, bondissant hors de sa motte de terre qui flottait encore en l'air. De toutes parts, elle était attaquée. Elle frappa alors le sol de ses deux paumes. Aussitôt, des mains de pierre surgirent du sol, saisissant les chevilles des machines. Alors que celles-ci tentèrent de se libérer, les mains laissèrent apparaître le reste de leur corps, des statues de monstres hideux, d'une taille effrayante. En un laps de temps si court qu'il semblait irréel, elle neutralisa tous les androïdes et rejoignit tranquillement le commandant. D'un simple geste, elle fit disparaître ces créatures. Les machines se replacèrent aussitôt pour accueillir le prochain adversaire. Tarwin poussa alors Sudok vers la ligne de départ, impatient de voir les yeux du Savaran en action. Ce dernier fut contraint d'obtempérer, car le premier androïde s'approchait déjà. Le coup fut fulgurant, mais l'esquive le fut davantage. Personne ne le vit bouger, et pourtant, il s'était déplacé. Un bruit sourd retentit.
La machine venait d'être projetée à plusieurs dizaines de mètres, sans la moindre onde visible. Il n'y avait eu aucune fluctuation d'énergie. Avant même que l'équipe ne comprenne comment il avait agi, la seconde salve de robots l'attaqua. Sudok évita leurs assauts avec une aisance presque irréelle, puis les autres se joignirent au combat. Aucun ne parvint à le toucher. Ils s'entrechoquaient, entre eux, désorganisés, pendant que Sudok traversait le champ avec une légèreté déroutante. Il rejoignit le commandant sans même paraître essoufflé, comme s'il n'avait franchi aucun obstacle. Les androïdes mirent plusieurs secondes à se remettre en place. Certains s'étaient auto-électrocutés dans la confusion. Didrion dut faire appel à une nouvelle unité pour remplacer celle qui avait été détruite. Chenel, encore un peu déstabilisé, ne put s'empêcher de remarquer que Sudok n'avait pas ouvert les yeux durant tout son parcours. Alors que Sora se préparait à avancer, Dorga le devança brusquement. Il franchit la ligne de départ, frappa le sol de son pied, et une fluctuation ondulante se propagea au ras de la terre. Aussitôt, les machines perdirent l'équilibre. Le sol semblait devenu une matière collante. L'une d'elles parvint néanmoins à s'en libérer, bondissant à plusieurs mètres de haut pour retomber sur le clove. Il l'anéantit d'un simple geste de la main, et une lumière jaillit dans les airs, rémanence de son sort. Il poursuivit sa course en créant des plateformes translucides qu'il chevauchait d'une enjambée rapide et précise. Il rejoignit à son tour le commandant. Une nouvelle machine fut appelée, et la formation se reforma pour le prochain passage. Cette fois-ci, ce fut Sora qui s'élança, déterminé à ne pas être surpassé par un autre clove. À peine la ligne franchie, il s'envola sur plusieurs mètres. Un courant d'air tourbillonna sur la plaine, poussant les machines les unes contre les autres. Il tendit son bras droit, tel un canon, et tira plusieurs salves d'éclairs qui réduisirent les androïdes en morceaux. Il atterrit près du groupe, arborant fièrement sa victoire, une démonstration qui n'était pas du goût du commandant. Ce dernier fit apparaître de nouveaux robots qui prirent aussitôt position. Tous les regards se tournèrent alors vers Tarwin, qui fixait la ligne de départ. Il prit quelques secondes, puis s'avança et franchit le pas. Il marchait d'un pas lent. Aucun androïde ne bougeait, bien que leurs mécanismes semblassent vibrer légèrement, comme hésitants. Didrion observa l'écran de son bracelet. Tout indiquait un fonctionnement normal. Quand Tarwin arriva au centre de la formation, une machine tenta une attaque. Le jeune Clove dégaina aussitôt son épée et trancha l'androïde en un seul geste. Le sifflement aigu de la lame résonna dans toute la vallée, un son métallique si pur qu'il glaça le commandant. « C'est l'épée des dieux », murmura-t-il stupéfait. « Pourquoi les robots ne bougent pas » demanda Sora, intrigué. « Ils sont contrôlés par Tarwin », répondit calmement Dorga.